Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir d'être avec vous ce matin sur Studio Kalita dans le cadre d'une série de conférences que vous donnez cette semaine en Israël même. Alors vous avez donné une conférence déjà dimanche à Tel Aviv sur un thème sur le sionisme, mais vous donnez une conférence jeudi, si je ne m'abuse, au centre Frankfurter à Jérusalem. Et le thème de cette conférence, ce sera le juif en pays arabes, le grand déracinement. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, l'État d'Israël a, d'une certaine manière, réparé une sorte d'injustice ressentie par de nombreux juifs issus des pays arabes qui se sont installés en Israël concernant leur statut, en parlant, en consacrant une journée. C'est la journée du 30 novembre, le lendemain donc de l'anniversaire de la déclaration du plan de partage de la Palestine, et c'est une date symbolique pour mentionner, on va dire, l'exode des juifs des pays arabes au moment de la création de l'État d'Israël, ou même après la création de l'État d'Israël. Alors, quelle est votre approche, vos observations, sans bien entendu nous dévoiler l'intégralité de votre conférence? Quel est le thème sur lequel vous vous focalisez dans ce débat, dans ce sujet? Le sujet de la conférence d'après-demain à Jérusalem, c'est vrai, c'est le départ des Juifs du monde arabe, et c'est surtout tenter de répondre à la question qui est une énigme. Pourquoi, en une génération, environ 1 million de Juifs du monde arabe sont partis, ont disparu, ont mis fin à une civilisation très ancienne, sans massacre, ou à peu de choses, sauf quelques exceptions ici ou là, il y a eu des pogroms, bien sûr, il n'y a pas de massacre de type pogromiste, de type d'Europe orientale, sans génocide, sans expulsion massive, sauf dans le cas de l'Égypte. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, ces gens-là sont, entre guillemets, partis volontairement. En réalité, il y a beaucoup de guillemets involontairement. Donc, le but de la conférence, c'est de comprendre quel est le terreau culturel, intellectuel, idéologique du départ. Est-ce que c'est seulement le conflit israélo-arabe ou est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça? Et vous avez compris ma réponse. C'est infiniment plus profond que ça, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, ne serait-ce qu'à travers votre réponse, il y a un débat dans la société israélienne sur justement savoir si effectivement les Juifs des pays arabes sont partis volontairement ou bien s'ils ont été chassés. Alors pour l'Égypte, effectivement, c'est un cas connu. Il y a eu on va dire, des actes antisémites, des assassinats à plusieurs reprises, hein, c'est-à-dire au moment de la création de l'État d'Israël, et ensuite il y a eu des arrestations au moment de la guerre des 6 jours, après la guerre des 6 jours, avec le reste de la communauté juive. Mais il y a des pays pour lesquels, eh bien, ça semble évident que c'était un départ forcé. Je parle de l'Irak en particulier, peut-être même de la Libye. Même si ce n'était pas le cas obligatoirement, donc pour d'autres pays d'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, bien entendu. C'est-à-dire, vous faites vous-même bien la différence entre ces différents pays? Il n'y a pas de politique commune. Il n'y a pas de politique commune d'un bout à l'autre du monde arabe. Il y a des cas particuliers pour chacun de ces pays, mais il y a des constantes quand même. Il y a malgré tout des tendances. Il y a eu globalement des violences presque partout. Alors, il est évident qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y a très peu de violences. Bon. Et que les gens sont partis, entre guillemets, toujours volontairement. Et vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets. Mais des violences, il y a eu en Libye. Il y a eu des pogroms en Libye terribles, à Tripoli, à Benghazi en 45 et 48. Au Yémen, à Aden en particulier, il y a eu des violences terribles. En Irak, il y a le Faroud, le grand pogrom de 1941, qui fait au bas mot 180 morts, probablement beaucoup plus, qui a terrorisé la communauté juive. Donc, si vous voulez, les Juifs d'Irak, par exemple, juridiquement parlant, ils partent volontairement. Mais quand on connaît le substrat, les années qui l'ont précédé, disons les 15 ans qui précèdent leur départ vers 1951, on comprend que c'est la terreur qui les fait partir. Alors, quel sens a le mot volontairement dans ce contexte? Quand vous terrorisez des gens, quand vous les privez de leurs moyens d'existence, quand vous mettez 1000 embûches à leur vie quotidienne, quand vous faites planer sur eux un climat de peur au quotidien, et c'est vrai pour la Libye, et c'est vrai pour la Syrie, et c'est vrai pour l'Irak, ça a été vrai, mais de façon beaucoup plus nuancée pour l'Égypte. Et c'est vrai de façon encore beaucoup plus subtile pour le Maroc. Le Maroc, c'est un cas infiniment plus complexe. Bon. Eh bien, à la fin des fins, quand il n'y a plus de perspective économique et que vous baignez dans un climat de crainte d'avenir, pour l'avenir de vos enfants, quelle autre solution reste-t-il que le départ? Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut parler de départ volontaire? Vous comprenez l'ambiguïté du mot volontaire? Bien entendu. Juridiquement parlant, ce sont des départs volontaires, bien sûr. Et c'est important. Pourquoi ce terme? Excusez-moi, je termine là-dessus. C'est très important parce qu'on est après 45, après la Seconde Guerre mondiale, dans des pays qui ont tous le droit de citer à l'ONU.
Aucun pays arabe ne va se mettre dans un tort manifeste en expulsant ces juifs. Aucun, mis à part l'Égypte. Donc, ils prennent bien garde à ne pas se mettre sous le coup de la loi internationale. Et c'est pourquoi les départs sont dits volontaires. Mais alors, c'est important. D'abord, la question clé que l'on peut se poser, et c'est une question qui est presque récurrente dans la société israélienne de ces dernières années, c'est pourquoi finalement on n'en parle que maintenant, hein. Pourquoi on ne parle de cet exode des Juifs des pays arabes que maintenant. Alors il y a effectivement tout un développement qui est fait autour du processus d'Oslo et de la volonté des Palestiniens d'obtenir des dédommagements pour, on va dire, l'expulsion des Palestiniens au moment de la guerre d'indépendance, des dédommagements. Et donc face à cela, et c'est une politique, c'est une approche qui est défendue par Netanyahou entre autres, face à cela, revendiquer donc également l'expulsion, en tout cas le départ forcé des Juifs des pays arabes qui sont partis, dans la plupart des cas, on va dire, sans emporter leur fortune, en laissant des biens immobiliers d'une valeur, on parle de milliards de dollars, et de se servir de cela comme pendant pour, en fait, d'une manière ou d'une autre, réduire le coût de dédommagement envers les Palestiniens. C'est bien dans le cadre. Oui, je comprends bien. Mais là, il y a plusieurs questions dans votre intervention. Il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une expulsion dans le cas des Juifs des Arabes? Oui. On l'a déjà dit plusieurs fois, non. Il s'agit d'une exclusion sourde, d'une exclusion ethnique sourde. Bon, ça c'est une chose. Est-ce qu'il s'agit d'une expulsion dans le cas des Palestiniens? Dans quelques cas précis, il y a eu expulsion. Dans la majeure partie des cas, il y a simplement des civils qui fuient des zones de guerre. C'est banal, c'est aussi vieux que l'humanité. Oui. Quand la guerre éclate sur le front français en 1940, vous avez 8 millions de Français qui quittent leur habitat sur les routes en fuite et perdus vers le sud. Je ne vois pas pourquoi ce qui est commun à toute l'humanité ne serait pas valable aussi pour les Palestiniens. Quand il y a une zone de conflit, on fuit. Alors on me dirait, mais les Juifs n'ont pas fui. Oui, mais ils n'avaient pas où fuir, tout simplement. Tandis que les Arabes avaient où fuir. Bon, ça c'est une chose. Ça n'empêche pas qu'il y ait eu des cas d'expulsion, c'est vrai. Revenons à la question du silence. La question du silence, ça pose plusieurs... c'est une question qu'on peut subdiviser, si vous voulez. Pourquoi pendant tant d'années, 70 ans, on a fait silence sur la question? D'abord parce que le gros du judaïsme pauvre est venu en Israël et il n'avait pas les intellectuels, les lettrés, pour pouvoir écrire cette histoire. Ceux qui ont écrit cette histoire, ce sont par définition des lettrés, des instruits, donc la bourgeoisie, si vous préférez. Et la bourgeoisie juive en terre arabe, globalement, a une vie plutôt satisfaisante. Elle n'a pas l'expérience difficile de la rue arabe et de cet anti-judaïsme au quotidien, qui d'ailleurs n'empêche pas souvent la convivialité, parfois même l'amitié, mais malgré tout un fond d'anti-judaïsme et de crainte au quotidien que la bourgeoisie juive, elle, n'a pas éprouvé. Quand vous prenez les souvenirs de la bourgeoisie juive du Maroc, globalement, leurs souvenirs sont très bons. Ils ne comprennent absolument pas le tableau qu'on peut faire d'une vision d'une condition difficile. Et peut-être, Georges, les classes populaires de Tunisie ou du Maroc, ils ne tiendront pas le même discours, les gens du Mela de Marrakech ou les gens du Mela de Tunis. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a l'autre question, c'est pourquoi l'État d'Israël a fait silence sur la question depuis tant d'années. Et à cela, il y a une réponse. Il y a tout simplement une différence entre le statut de réfugié qui est alimenté, on en a parlé ces dernières semaines, par des organismes comme l'UNRWA, le statut de réfugié palestinien qui se perpétue de génération en génération, alors que finalement, les Juifs issus des pays arabes, même avec beaucoup plus de difficultés, on va dire, que dans d'autres communautés, sont arrivés en Israël et ils n'ont pas tenu à conserver ce statut de réfugié. Ils ne se sont pas sentis comme des réfugiés. Ils ont voulu s'intégrer dans la réalité israélienne et développer et construire cet État d'Israël. Mais c'est le cas de tous les réfugiés dans le monde. À part les Palestiniens. On n'a aucun cas dans le monde où on est réfugié de père en fils. À part les Palestiniens, on le précise. C'est le cas palestinien. On est réfugié héréditairement depuis 4 générations. Effectivement, les Juifs qui arrivent dans les îles des pays arabes, environ 750 000, qui arrivent en Israël, qui sont intégrés, ne sont pas considérés comme des réfugiés au sens juridique du terme. Parce que ce serait une contradiction avec l'éthique même du sionisme. Ce sont des Juifs qui reviennent en terre d'Israël. Donc l'État d'Israël ne les considère pas comme des réfugiés. Et eux-mêmes ne se considèrent pas. Absolument, ils ne se considèrent pas comme des réfugiés, encore que, vous l'avez dit tout à l'heure, et j'insiste, la quasi-totalité d'entre eux a perdu tous leurs biens. Et dans certains cas, comme dans le cas de l'Irak, c'est une spoliation monstrueuse. Bien sûr. Ils
se montent, vous l'avez dit tout à l'heure, en milliards de dollars. Bon, ça c'est vrai. Donc ça veut dire que ces gens sont venus en Israël avec strictement rien. Une valise de quelques effets. Ils ont été empêchés de prendre quoi que ce soit. Les souvenirs des Juifs d'Irak, des Juifs d'Égypte, des Juifs de Libye le disent amplement. Bon, ça c'est une chose. Mais enfin, il y a d'autres raisons, si vous voulez, au silence. Il y a cette raison de l'impossibilité de les considérer comme des réfugiés, à juste titre d'ailleurs, mais également d'autres raisons qui font qu'il y a tout un establishment ashkénaze en Israël qui a dominé le pays pendant longtemps, qui avait un regard, le mot qu'on puisse dire, méprisant sur cette diaspora-là, et qui n'a pas considéré sa souffrance à sa juste mesure. Alors, une dernière question, on invitera nos auditeurs à venir assister à votre conférence. C'est de savoir, puisque vous vivez en France, est-ce que vous avez le sentiment que cet argumentaire de vouloir comparer, on va dire, le statut des réfugiés palestiniens et le statut des Juifs issus des pays arabes qui peuvent aujourd'hui revendiquer une certaine des dédommagements également pour leur départ, on va dire, plus ou moins forcés, entre guillemets, de leur pays. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un argumentaire qui peut toucher des pays d'Europe de l'Ouest, on va dire d'Europe occidentale et s'inscrire, on va dire, dans un règlement du conflit israélo-palestinien où on ne fera pas la comparaison? À une condition, c'est d'expliquer historiquement pourquoi cette comparaison est valable, elle est légitime, et que ça n'est pas un argument de base politique, ça n'est pas de la propagande, c'est une réalité historique. Vous avez 1 million de Juifs, dont 750 000 sont venus en Israël, qui ont été dépossédés de leurs biens et qui ont dû quitter leur terre de naissance, pour la plupart contraints et forcés, car beaucoup étaient attachés à leur pays de naissance et à leur culture d'origine. Donc il y a là une injustice historique qui doit faire partie du règlement global du conflit israélo-arabe. La laisser de côté, ce serait une injustice supplémentaire. Donc ce n'est pas un argument de rhétorique, ça n'est pas de la basse propagande politicienne, c'est une réalité historique, mais ça ne sera audible par les sociétés occidentales qu'à une condition, faire une leçon d'histoire là-dessus et réintégrer cette question, intégrer cette question dans les programmes d'histoire. C'est-à-dire que les réfugiés juifs du monde arabe ont droit, au même titre que les réfugiés hindous au Pakistan, en Inde, ou musulmans au Pakistan, ou d'autres réfugiés d'ailleurs d'après la Seconde Guerre mondiale, par exemple les Allemands expulsés de Pologne et autres, ils ont droit également, eux aussi, à leur mention dans les livres d'histoire. En tout cas, c'est important de le souligner. C'est le cas aujourd'hui depuis cette année, et ça a pris donc près de 70 ans pour le mentionner dans les livres d'histoire israéliens, puisque à la suite d'une commission, la commission Bitton, ARS Bitton, en Israël, on parle désormais de manière ouverte donc de ce départ précipité, forcé des Juifs de certains pays arabes. Donc, et c'est justement donc dans le cadre d'une forme de réhabilitation du statut de ces Juifs qui ont dû quitter précipitamment leur pays d'origine. Merci Georges Bensoussan d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre conférence est jeudi soir à 19h, si je ne m'abuse. À 19h, oui. À 19h au centre francforter Derech Bethlehem à Jérusalem. Et c'est, si je ne m'abuse également, à l'initiative des anciens EI, des anciens éclaireurs israélites de France. Oui. Voilà, alors merci beaucoup, et donc on invite nos auditeurs à venir participer à cette conférence de Georges Bensoussan, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans notre studio prochainement. On parlera un peu de ce qui se passe en France et de votre procès dans lequel vous avez bien entendu été innocenté. On en reparlera, j'espère, dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin. Merci à vous. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.